est dans cette émission spéciale avec Jean-Luc Mélenchon, président de la France Insoumise. L'idée... Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être là, d'être dans l'antre de l'économie, des chefs d'entreprise. Merci beaucoup. En tous les cas, on va parler de votre programme économique. On va parler de votre programme peut-être présidentiel. On va parler de thèmes que vous portez. Mais on sait bien que ces thèmes, vous n'êtes pas seul. Même des gens d'autres bords le portent aussi. En l'occurrence, faut-il annuler la dette? Vous dites il faut, il n'y a même pas de question, il faut annuler la dette Covid. On va parler plan de relance, vous préconisez un plan de relance de 100 milliards d'euros. Vous l'aviez déjà préconisé en 2017. Et puis, on va parler quand même de fiscalité, parce qu'alors là, à mon avis, il y a quelques dents qui vont grincer. Alors, pour vous interviewer, deux économistes réputés, il est déjà en studio avec nous, Patrick Artus, bonsoir. Bonsoir, Edwige. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes, vous êtes un des journalistes, un des économistes les plus consultés sur toutes les questions de dette, mais aussi les questions d'économie. Je ne sais pas, vous connaissiez ou pas? Oui, on le lit beaucoup. On le lit beaucoup. Et bien là, vous allez l'entendre. Et puis ensuite, ça sera Jean-Marc Daniel, aussi qu'on connaît bien sur BFM Business, lui qui est professeur émérite à l'ESCP et qui est un prof très reconnu dans l'économie. Ce que je vous propose d'abord, une première partie, faut-il rembourser la dette? Ensuite, deuxième partie, plus consacrée au plan de relance, à votre plan écologique et une question de fiscalité. Mais tout de suite, Thomas Asportas va nous planter le décor, c'est le cas de le dire. Sur la dette, c'est vrai qu'il y a tellement de milliards qu'on ne sait plus très bien à quoi ça sert. Thomas Asportas. Bonsoir à tous. Alors effectivement, on va revenir à la situation juste avant la crise, en 2019, avant que l'épidémie n'éclate. La dette publique s'élevait déjà à un montant extrêmement élevé, 97,6% du PIB. Et à l'époque, le gouvernement se félicitait d'avoir enfin stabilisé la dette, après des années ininterrompues de hausse et surtout sous la barre des 100% de dette publique qui a été pendant très longtemps la barre psychologique que les gouvernements voulaient éviter à tout prix de franchir. Évidemment, ce plafond a complètement explosé avec la crise. La dette est passée l'an dernier de 97,6 à 115,7% du PIB, avec les dizaines de milliards d'euros dépensés dans le quoi qu'il en coûte, les dizaines de milliards d'euros aussi de recettes fiscales en moins pour l'État avec la récession et puis aussi avec les premiers milliards d'euros décaissés dans le plan de relance. Tout ça continue cette année. Le quoi qu'il en coûte, le plan de relance, et donc la dette va encore augmenter en 2021 à 117,8% du PIB. Et ensuite, à partir de l'année prochaine, on l'espère tous, la France sera sortie de la crise et du coup la dette n'augmentera plus, mais, et c'est ça qui est intéressant d'après les prévisions de Bercy, elle ne baissera plus. On reste bloqué en 2022, 2023 et jusqu'en 2027 entre 116 et 118% de dette. En 2027, on serait exactement à la virgule près au même niveau de dette que cette année à 117,7%. Autrement dit, on ferait du surplace pendant 6 ans. Et donc en résumé, le programme du gouvernement sur la dette, pour un prochain éventuel quinquennat, ce n'est pas de réduire la dette, mais de la stabiliser à 118 points au-dessus de son niveau d'avant-crise. Merci beaucoup Thomas Asportas. Tiens, une petite question d'abord, Jean-Luc Mélenchon. J'admire votre aplomb. Allons-y. Ah ben oui, parce que d'abord, premièrement, il est inexact de dire qu'il a réussi à contenir en dessous de 100%. La dette s'est accrue et elle ne peut que s'accroître. Ensuite, dire que voir des économistes faire des prévisions à 6-7 ans, je trouve ça admirable, qui ne sont jamais capables de prédire ce qui va se produire l'année d'après. Et puis pour terminer, non, ce n'est pas ce qu'a dit M. Macron dans le document qu'il a envoyé à la Commission européenne. Vous savez qu'on doit tous les, je ne sais pas combien, on présente un plan de stabilité, en plus du plan semestriel, puisque nous sommes sous le contrôle de la Commission. Et dans la Commission, ce qu'il a annoncé, c'est le retour à un niveau de la dette plus bas par des mesures d'économie et par des changements structurels sur les retraites, et le plus terrible plan d'austérité que ce pays ait jamais connu, c'est ça qui est annoncé. Oui. Bon, je dis ça comme ça pour l'information. Je dis ça comme ça. Juste, donc, vous dites... Il faut, quand vous dites, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, Patrick. Juste, ça va permettre peut-être de présenter comment vous claquez les doigts, là on est dans l'argent magique. Vous dites, hop, allez, il n'y a plus de dette Covid. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Luc Mélenchon? Non, écoutez, je ne claque pas, je ne crois pas à la magie. Alors donc, je ne crois pas au comportement magique. Non, je pars d'un point de vue rationnel. Cette dette est irremboursable. C'est-à-dire que dans l'histoire, elle est comparable à des niveaux qui n'ont jamais été remboursés. Alors, comment faire face à une situation où,
Premièrement, nous allons au-devant d'un choc possible, je ne dis pas certain, mais très probable, qui est le choc de la dette privée de gens qui ne peuvent pas payer leurs dettes, c'est-à-dire des milliers d'entreprises. Il y en a pour 2000 milliards dans ce pays de dettes privées d'entreprises. De particuliers qui ne peuvent plus payer leurs dettes, il y en a pour 1400 milliards. Total, 3400 milliards au-dessus de votre tête, comme une épée de Damoclès. Quand ça va mal, comment vous faites d'habitude? Ne me racontez pas d'histoire. Vous venez voir l'État et vous lui demandez, bon, toc, 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 s'il vous plaît, des sous. 2008 et cette année, c'est comme ça que ça a été fait. Donc il y a un gros risque. Il faut donc que la France soit en état d'amortir le choc s'il se produit. Première raison pour déplorer le niveau de dette auquel on est. Deuxième raison, c'est que si, qu'est-ce que vous allez dire aux Français? Vous allez leur dire, écoutez, voilà, nous allons rembourser la dette, comme dit Madame Le Pen, parce qu'une dette, c'est sérieux, on la paye et tout, s'occupe même pas de savoir auprès de qui. Question de crédibilité. On verra ça, à mon avis, oui, on parlera dans un instant avec Patrick Artus. Dans un instant, excusez-moi, je ne suis pas aussi familier que Monsieur Artus de ce vocabulaire, donc il me faut le temps d'exposer les choses. Bon, elle ne réfléchit pas sur qui est l'auteur de cette dette, ni que contient cette dette. Non, il faut payer une dette, y compris si c'est à soi-même, comme c'est le cas avec la BCE. Donc, deuxième risque, c'est de dire, vous allez devant les Français, vous leur dites, on va rembourser. Fort bien, tout le monde vous prend au sérieux. Et dire, comment vous allez faire, Monsieur Mélenchon, pour rembourser la dette, ou Monsieur Artus? Alors là, vous allez dire, il faut relancer l'activité. Très bien, parfait, relançons l'activité. Je ne parle pas d'autre chose, hein. Avec 1,5 point de croissance par an, c'est déjà pas mal, on n'y est pas arrivé ces dernières années. Vous en avez juste pour 240 ans, ça va. Et puis si jamais vous devez la financer par un excédent budgétaire de 10 milliards, vous n'en avez que pour 270 ans. Alors, soyons sérieux, personne ne va passer son futur à payer une dette. Juste, je finis, excusez-moi, je suis conscient d'être un peu long, mais c'est un minimum de temps d'exposer dont j'ai besoin. Alors, donc vous ne ferez pas ça. Quels sont les autres moyens? La banqueroute, qui est-ce qui propose de faire banqueroute? C'est de la folie. Ça, on désorganiserait tout. Il y a une autre solution, la guerre. C'est comme ça qu'on a fait dans le passé. Personne ne veut la guerre. L'autre solution, c'est l'inflation ou l'hyperinflation. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de l'inflation qui rogne la dette. Pour ça, il faut injecter de la liquidité. Alors, donc, comment faites-vous? Une seconde. Donc, oui, ben voilà comment je fais. Je vous propose déjà de commencer la discussion. Le Covid a déclenché une augmentation de la dette de à peu près 20%, du paquet. Donc, vous voyez, je suis raisonnable. Je commence par dire, annulons ces 20%. Pourquoi ces 20%-là? Attendez, comprenez bien, je ne parle pas d'annuler la dette que nous avons auprès des particuliers, etc. Il se trouve que 20%, c'est la part de la dette de la France, que la Banque centrale a dans son coffre, parce qu'elle en a racheté les titres aux banques privées. Absolument. Donc, je dis, ça ne coûtera pas un rond à la Banque centrale européenne de dire, dorénavant, ces titres de dette, les 20% en question, elles sont à taux zéro. Ouais. Je les garde dans mon bilan, elle n'est pas annulée, et je compte sur l'inflation pour la ronger petit à petit. Alors maintenant, économie, 20%. Ouais. Alors, là, on a l'équation. Maintenant, Patrick Artus, je sais pas, est-ce que ça vous paraît possible, plausible? Quel impact une telle décision peut avoir? D'abord, c'est possible, monsieur. Non, alors, le jugement de départ, on le partage tous. On a 118% de dette par rapport au PIB. On va sans doute avoir besoin de dépenses publiques supplémentaires dans le futur. Il y a la transition énergétique, la pauvreté, l'éducation, la santé, les nouvelles technologies, les relocalisations. Donc, l'idée qu'on va avoir un freinage important des dépenses publiques, on peut effectivement le dire à Bruxelles, mais dans la vraie vie, on le fera pas, quoi. Donc, on a beaucoup de dettes et on va avoir des besoins de dépenses publiques importants pendant une longue période de temps. Vous notez que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui. Non, mais j'en suis bien content. Et donc, car je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi, je veux dire. Alors, ce qui m'ennuie dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que, honnêtement, c'est pas ça le plus utile. La BCE, la dette que détient la Banque centrale européenne, elle ne nous coûte rien. Les banques centrales nous rendent leurs profits. Donc si les taux d'intérêt étaient de 10%, elle serait gratuite quand même. Donc c'est pas ce bout-là de la dette, c'est le bout justement qui ne pose pas problème. On peut l'annuler, mais ça juste crée de l'incertitude et de la perturbation. C'est une dette c'est une perpétuité zéro coupon, quoi. C'est une. Puis-je oui. Pardon, je parle. Allez-y. Le contrôle de votre expertise. Bien. Vous dites. C'est dans les caisses de la Banque de France, parce que je vous ai lu. La Banque de France. Et donc, par conséquent, la Banque de France redonne les intérêts à l'État, il n'y a pas besoin d'aller pleurer, puisque de toute façon, c'est un circuit clos. Faux. La part de la dette française, elle est intégrée au bilan général des banques centrales, et par conséquent, ne revient à la France que la part qui lui revient
de sa propre propriété de la Banque Centrale Européenne. Pardon. Non. D'ailleurs, vous n'êtes pas en état de me dire si réellement ça correspond euro pour euro. Pourquoi? Parce que dans le bilan de la Banque de France, vous avez aussi ses propres activités. Ah ben non, mais attendez, ça ne peut pas dire oui ou non. Premier élément. Tout petit. Deuxième, c'en est quand même un qui a son importance. Tout petit. Le deuxième, c'est que, en toute hypothèse, au moment où le titre est arrivé à maturité, il faut bien le racheter. Oui. Non, mais on est d'accord. Donc, si à ce moment-là, vous avez une agence de notation qui dit c'est français, avec cet Artus qui donne des conseils invraisemblables comme d'augmenter les salaires, ça, c'est pas possible, on leur change la note. Alors, Patrick, donc, à ce moment-là, vous empruntez à plus cher. Je continue. Donc, la menace de la dette n'est pas annulée par le fait qu'elle soit dans la caisse de la Banque Centrale Européenne. Ce qu'il ne faut pas, c'est annuler la dette qui est dans le bilan de la Banque Centrale, ça ne sert à rien. Mais je suis d'accord que ce qui nous manque, c'est un engagement de la Banque centrale à renouveler cette dette quand elle arrive à échéance. Excusez-moi, mais c'est pas rien quand même. Oui, mais de facto, la BCE n'a jamais réduit la taille de son bilan. Jamais. Elle ne l'a jamais réduit. Elle n'a jamais revendu les dettes qu'elle avait. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Même quand l'économie allait très bien, peu... elle a stabilisé son bilan. Elle ne l'a jamais fait baisser. Donc honnêtement, le risque qu'elle le fasse un jour... on emprunte pour acheter une patte de lapin et un fer à cheval pour que ça se passe comme ça encore. Par contre, ce qui est plus important, c'est de se concentrer sur le vrai problème. On a 100% du PIB de vraie dette. C'est de la dette qui doit être détenue par des vrais investisseurs, moitié étrangers, moitié français. On va en avoir plus. Moi, je pense que ce qui a été montré là, c'est en dessous de la réalité. Le taux d'endettement public va continuer à monter. On peut pas monter les impôts. Et donc la question, c'est on fait comment? Ah bah oui. Alors il y a plusieurs solutions. La solution numéro 1, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est une espèce de taxation lente. On garde très longtemps. Et je crois que ça, c'est le plan des gouvernements et de la Banque centrale, des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les taux de croissance. C'est pas par l'inflation, c'est parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc on s'endette à 0 et il y a 3 de croissance. Là aussi, vous croisez les doigts que ça dure. Ça dure si la Banque Centrale Européenne décide que ça dure. Ce qui est quand même probablement le cas. Non, mais je suis d'accord avec vous. À un certain moment, il faudrait que la BCE soit plus claire. La Réserve fédérale aux États-Unis, elle a la capacité de langage qui lui permet d'être très claire. Non, ils ont surtout la possibilité d'émettre des dollars tant qu'ils veulent. Nous aussi, on pourrait. Mais voyez, Jean-Luc, la BCE, elle peut pas être très claire à cause des statuts. Elle est obligée de tourner autour de ses statuts. Donc, elle peut pas dire... Clairement, je vais garder les taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance pendant 100 ans. Mais elle va le faire. Donc moi, je crois que la stratégie la plus raisonnable, c'est de dire, surtout on n'annule rien, parce que ça crée une perturbation terrible. Tous les journaux financiers de la planète commenceront à dire, ils commencent par ce bout de la dette-là, ils vont continuer par le reste. Et donc ça va être terrible sur les taux d'intérêt. Et on laisse c'est pas possible. Et on laisse la BCE éroder la dette. Pardon, je comprends, vous raisonnez comme un économiste. Je ne vais pas vous le reprocher. Politiquement, vous dites que c'est pas possible. Oui, mais vous j'ai compris. Mais vous partez des paramètres, moi je raisonne comme un homme politique, c'est-à-dire comme quelqu'un pour qui l'économie est au service des êtres humains et pas l'inverse. Bon, donc quand on parle d'utiliser de l'argent, ce qui m'intéresse, c'est comment on l'utilise et pourquoi faire. Mais par exemple, tout à l'heure, il y a un instant, et encore là devant le graphique, on a dit ça représente 117% du PIB, c'est-à-dire de la richesse produite pendant une année. Par les Français. Franchement, monsieur Artus, c'est pas sérieux. À qui on demande de comparer le niveau de sa dette à son revenu annuel? Vous devez des sous, je suppose, vous avez acheté une voiture ou une maison. Heureusement qu'on ne vous compare pas ça à votre revenu annuel, parce que sinon le SAMU viendrait vous prendre ou vous vous suicidez. Donc ce n'est pas sérieux. Le titre moyen, la longueur moyenne d'une dette, vous le savez mieux que moi. 8 ans. 8 ans. Donc si vous prenez sur 8 ans la valeur de la dette française, c'est même pas 14% de la richesse d'une année. Donc arrêtons de faire peur avec la dette parce que ce n'est pas sérieux. Ce n'est qu'un artifice. Arrêtons le drame de la dette. Mais oui, et j'ajoute ceci, quand c'est celle de la Banque Centrale Européenne, ça tourne à la rigolade. C'est de l'argent qui n'existe pas, monsieur Artus l'expliquerait mieux que moi, je ne suis pas aussi bon prof que lui. Mais c'est de l'argent qui n'existe pas. La banque dit, je vous prête un temps, et puis vous les prenez, et avec ça, vous les prêtez. Elle dit aux banquiers privés, prêtez à des gens. Alors le banquier privé vous prête à vous, madame, pour construire votre maison. Au bout d'un an, votre maison est construite, la valeur existe, le signe est mis en rapport avec une valeur. Mais tout ça est de l'argent qui n'existe pas au début. Donc on fait ce qu'on veut, c'est ça que je veux vous dire. Je voudrais que Jean-Luc Mélenchon s'explique sur 2 points d'économie politique liés à cette question. La première question, c'est, à nouveau, il est extrêmement probable
qu'on va garder des taux d'intérêt très bas par rapport au taux de croissance, que c'est la seule façon d'éviter une crise de la dette pendant très longtemps. Ça, écoutez, monsieur Arthus, j'admire votre optimisme, mais permettez-moi de vous dire, j'ai les plus vifs doutes. On va sans doute, je n'y crois pas. Admettons, alors, disons que c'est ce qu'on va... Je vous donne un exemple, écoutez, je vous donne un exemple. Je ne parle même pas d'une autre pandémie, parce que vous savez, comme moi, on se l'est dit tout à l'heure qu'il y en aura d'autres. Je ne vous parle même pas d'un autre bateau qui se met en travers du canal de Suez. Oui, mais ça ne changera pas... Je m'excuse, 90% du commerce passe par la mer. Jean-Luc Mélenchon, imaginez-vous que les routes soient coupées aussi au nord, puisque les Russes et les Américains s'engueulent. Écoutez mon point d'économie politique. Donc, je prends l'hypothèse... C'est une économie abstraite. Oui, non, mais politique. Pourtant, les politiques, c'est non, mais quand même, je prends l'hypothèse que nous aurons des besoins de finances publiques, soit de façon structurelle, soit parce qu'il y a d'autres crises que nous ne pouvons pas prévoir aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, spontanément, on va dépenser encore plus d'argent public. C'est sûr. Deuxièmement, on va essayer de s'en tirer en maintenant des taux d'intérêt faibles par rapport aux taux de croissance. On va essayer. Ce qui permet... Ça évite les prêts. Alors, et là, il y a les deux questions d'économie politique. Un, c'est une taxation structurelle sur les prêteurs. Est-ce que c'est acceptable, socialement, politiquement, je ne sais pas, de taxer structurellement les prêteurs? Ceux qui prêtent de l'argent. Après les guerres, on le faisait 2-3 ans. Quand on laissait l'inflation partir, on avait tué les dettes. Là, on va faire sur 10 ans, 20 ans. On va taxer et rapidement, deuxième point. Et deuxième point, c'est cette politique-là, elle fait monter considérablement les prix des actifs. Elle fait monter les prix des maisons, elle fait monter les cours boursiers. Donc c'est une politique qui crée des inégalités de patrimoine colossales, des difficultés d'accès au logement. Donc c'est pas la bonne idée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre idée? C'est ça la question. Si on pense que c'est pas la bonne idée. Jean-Luc Mélenchon, et après, tiens, une question d'Emmanuel Le Chip qui vous surveille, là, qui vous regarde. Allons-y. Il est resté chez lui, il est confiné. Allez. Non, mais quand vous dites on taxe les prêteurs, d'abord, je vais vous dire, vous ne taxez personne quand vous parlez de la Banque Centrale Européenne, puisque l'argent qu'elle a prêté ou qu'elle a mis dans le circuit par le biais des banques privées à qui elle a racheté les titres, c'est de l'argent qui n'est à personne, qui n'existe pas. Elle le met en route en espérant que l'économie va tourner, produire des biens matériels qui vont empêcher l'inflation d'avoir lieu. Parce qu'on pourrait aussi avoir de l'argent qui circule, et puis que ça donne une inflation, et ça serait très bénéfique. La dernière fois que ça s'est produit, la Banque Centrale a injecté 2800 milliards dans l'économie européenne, et il y a eu zéro inflation. Oui, on est d'accord. Monsieur Artus, qu'est-ce que ça veut dire? Que vos fameux prêteurs privés, ils prêtent rien à personne, ça circule dans la sphère financière, où se font des taux de profit considérables. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes abstrait, parce que vous raisonnez comme si c'était un circuit clos dont on connaissait tous les acteurs. Non, il y a un dérivatif. Jean-Luc, c'est exactement mon second point. Dans nos économies contemporaines, quand on crée une montagne de monnaie, ce qui est la solution qu'on utilise, ça ne fait plus monter les prix des biens, ça c'était il y a 100 ans, ça fait monter les prix de ce qu'on appelle les actifs. Donc la question, moi je pense que le vrai problème de cette économie-là, c'est un problème d'économie politique, c'est que la solution qu'on a trouvée pour ne pas avoir de problème de la dette, c'est une solution qui va faire monter de façon totalement déraisonnable les cours boursiers, les prix de l'immobilier, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas je vous rappelle que je ne suis pas pour le capitalisme, moi. Donc c'est pas mon problème, vraiment. Non, mais monsieur acheter un bien immobilier, un appartement, c'est votre problème. Non, mais bien sûr que c'est mon... Mais vous ne trouvez pas que c'est un problème que votre appartement... Moi, j'ai rien fait. J'habite Paris. J'ai acheté un appartement il y a quelques années. J'habite Marseille, j'habite Paris. À Paris, je suis propriétaire. J'ai rien fait. J'ai juste repeint à l'intérieur. Ça a augmenté en 10 ans de 350%. Résultat, je me paye des campagnes sur le fait que je suis censé être multimillionnaire. Je me dis, mais moi, j'ai pas acheté un capital. J'ai acheté un appartement. C'est mon point. Mais ça, je pense... Allez, dernier point. Mais ça, je sais le corriger, madame. Patrick, vous dites, le logement augmente très bien. Moi, je sais comment faire pour empêcher qu'il augmente. Je suis capable de régler ces problèmes, mais je propose qu'on ne parte pas de la prémisse que le système en place est le seul possible. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais là, moi? Vous savez bien que c'est pas mon point de vue. Non, mais moi, je pense qu'on a quand même... Mais c'est vous qui êtes dans la difficulté, parce que votre système ne marche pas. Et deuxièmement, c'est à fond renversé, votre système. Monsieur Artus, le système que vous essayez de faire fonctionner correctement ne marche pas, n'est pas capable de faire face à la crise que nous connaissons. Et là, vous êtes en train de me répondre quand moi je dis j'essaye d'éponger la dette pour qu'on s'évite la guerre, l'hyperinflation, la banqueroute. Qu'est-ce que vous me répondez? Rien du tout. Vous me dites qu'il y aura besoin de plus de dépenses. C'est exactement ce que je dis. Messieurs, leur tourne. Non, mais je dis simplement dans votre programme, après, on n'a pas eu le temps d'en parler, vous proposez en fait un financement monétaire
monétaire des dépenses publiques. Hein, l'État se finance auprès de la Banque centrale. Je dis simplement, attention, le financement monétaire des dépenses publiques, c'est l'explosion des prix de l'immobilier, l'explosion de la valeur des actifs. Vie, ne dites pas ça. Allons, si la Banque française d'investissement crée des kilomètres de voies ferrées, crée des kilomètres de conduites d'eau, vous allez me dire ça crée quoi ça? Ça fait pas augmenter le prix de l'immobilier. Non, mais là, c'est pas des financements monétaires. Ça met des millions de gens au travail qui, avec leurs petits sous, s'en vont acheter ceci et cela, et donc vont enrichir l'économie. Jean-Luc Mélenchon, c'est la deuxième partie, mais avant, justement, il nous écoute depuis le début. On va saluer Emmanuel de Chypre, qui est en FaceTime avec nous. Bonsoir, Emmanuel. Mais oui, oui, le voilà là. Il est là. Alors, vous avez écouté ce débat, évidemment, on pourrait essayer de la entière sur cette question. Qu'est-ce qui vous a frappé, ou peut-être c'est ce qu'on n'a pas abordé? Eh ben, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez abordé un petit peu les 4 façons de rembourser cette dette. Vous avez dit on peut faire de l'inflation, mais ça on ne maîtrise pas. On peut augmenter les impôts. Je crois que là-dessus, vous avez des idées. Oui, on va revenir. Et il y a un point qui, pour moi, est majeur et que vous n'avez pas abordé, qui est dans un pays qui dépense la moitié de son PIB en dépenses publiques. On sait que la France est un pays dans lequel le rapport coût-efficacité de la dépense publique est nul. On dépense beaucoup plus que d'autres pays sur certains points pour des résultats très mauvais. Je pense à l'éducation, par exemple. Et à la santé. Et Jaune, il y avait cette idée de rapport coût-efficacité. Je voudrais vous entendre sur est-ce que vous avez un projet pour moderniser notre État, pour bâtir un service public moderne et efficace? Ah ben voilà, et puis vous avez 2 minutes pour répondre, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais d'abord, par correction pour M. Artus, qui est quand même le grand homme dans l'affaire, c'est pas moi. Bon, oui, c'est quand même lui le spécialiste. Bon. Moi, je propose des thèses et je les soumets à la... Notez qu'il n'a pas dit, M. Mélenchon, délire. Je vous dis ça parce que le suivant qui va venir tout à l'heure a dit que ce que je racontais la dernière fois, quand j'ai proposé qu'on mette 100 milliards de plus, on disait c'est du délire total. Non, c'est pas du délire. Donc lui-même dit l'annulation de la dette, il ne me reproche pas que je le propose, il dit juste ça ne sert à rien. Je le conteste en disant si ça sert à nous mettre à l'abri d'accidents de route. Après, là, la question d'Emmanuel. Mais vous allez voir pourquoi. Parce que M. Artus a dit oui, mais on va avoir besoin de dépenses publiques. Là-dessus arrive votre collègue qui lui dit mais l'État est inefficace et ceci et cela. Mais enfin, c'est une mauvaise blague, non? L'État est inefficace, s'il n'avait pas été là, l'économie de notre pays s'effondrait pendant la crise de la pandémie. On ne dit pas qu'il faut supprimer l'État. On ne dit pas qu'il faut supprimer l'État. Oui, on se demande des fois, parce que vous n'arrêtez pas de le renier. On diminue toutes les recettes de l'État volontairement. On a, en 3 présidents, on a réussi à réduire les recettes de l'État de 100 milliards. Et après, vous me pleurez qu'il manque d'argent. Deuxièmement, on avait le système de santé le plus efficace du monde. On l'a tellement rationalisé, modernisé, flexibilisé, il ne marche plus. Jean-Luc Mélenchon, regardez les Allemands qui ont un système de santé. Non, mais je ne vous parle pas des Allemands. Les Allemands, on fera une émission sur les Allemands parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre chanter merveille des Allemands alors que c'est une économie à la traîne qui fait des voitures et des machines-outils, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et leurs établissements et leurs infrastructures sont en ruine. Mais je réponds à la question qui a été posée à l'instant. Faut-il un État moderne? Mais qui est contre un État vieux et archaïque? Personne. Qui est-ce qui est pour ça? Donc, soyons sérieux. Nous sommes au pied du mur, cher ami, de quelque chose de radical. Nous sommes confrontés à une masse de dettes et à une paralysie de l'économie dont on doit sortir. Si on revient avec l'outillage de la période d'avant, eh bien, ce n'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est de remettre la machine en route. Jean-Luc Mélenchon, on va parler de ça. On va parler de ça, justement. Est-ce qu'il faut un nouveau plan de relance? Il y a déjà, là aussi, on va retrouver quelques chiffres. Vous avez un plan de relance dans vos projets, du reste, parce qu'on va quand même dire que vous publiez, très bien fait, des brochures sur chaque sujet. 100 milliards d'euros, vous dites, c'est ce qu'il faut sur les infrastructures. Merci beaucoup, Patrick Artus. On aurait pu continuer à discuter. Merci, monsieur Artus. Bien sûr, dans un instant. À écrire parce qu'on vous lit. Ah ben voilà. Et puis à venir ici, surtout sur le business. Dans un instant, merci Manuel. On vous retrouve tout à l'heure, dans un instant. Bienvenue dans cette émission spéciale. Vous voyez, ça continue à débattre avec Jean-Luc Mélenchon, candidat présidentiel pour la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous, en tous les cas. Vous voyez, le débat, c'est quand même intéressant. Tiens, quelle image vous avez des chefs d'entreprise du monde de l'économie? Il y en a pas mal qui vous écoutent. Et du reste, ça a fait le buzz quand on a su que vous allez venir.
revenir, parce que pour eux, vous êtes un peu le diable, et pour vous, ils sont un peu le diable. Vous leur dites quoi, là? Pas pareil, parce que j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, donc je pense avoir une bonne connaissance des process de production, je ne dis pas, et d'un autre côté, une bonne connaissance des circuits financiers. Et moi, je ne vois pas l'entreprise, vous, peut-être, vous la voyez comme une source de profit, moi, je la vois comme un collectif productif. Ouais. Donc, comment on produit, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on produit, et ça, c'est le sens de l'entreprise pour moi. Donc, les chefs d'entreprise, on a je crois aux chefs d'entreprise, plutôt ingénieurs, en caricaturant, hein, que financiers. Ouais, il y a du favoritisme. Que financier. Je crois à ça. Ouais. Aux gars qui savent faire. Mais ça peut être très haut. Par exemple, Serge Dassault, qui était Dassault, hein, donc c'est pas un ami politique, mais Dassault était un ingénieur et connaissait absolument son métier. Ouais. Et j'ai comme donc ça sympathisé des fois avec des hommes qui avaient cette capacité de savoir où ils allaient dans la production. Et c'est le compromis que moi je vais avoir avec le patronat. C'est un compromis sur ce qu'on produit, comment on le produit et en quelle quantité, parce que la France en a besoin. Bon, moi, j'ai jamais dit que j'allais nationaliser tout. Je suis anticapitaliste, mais je sais qu'il faut un peu de temps pour y arriver, quoi. Voilà, puis il faut un petit peu de capital, peut-être aussi. On va y revenir justement. Comment le financer social dans ma. Jean-Marc Daniel est face à vous. Bonsoir, Jean-Marc. Merci d'être là. Professeur émérite, excellent professeur, si on en croit ses élèves, à l'ESCP. Il vient d'écrire un livre justement sur l'argent magique, vous voyez. Mais là, on va parler plan de relance fiscale. Avant de parler de plan de relance, Thomas Asportas revient avec ses chiffres pour nous dire, là aussi il y a des milliards qui sont brassés, finalement c'est bien de fixer les idées. C'est à vous, Thomas. Effectivement, et pour planter le décor et pour faire simple, ce plan de relance, c'est le soutien assumé du gouvernement à l'offre et à l'investissement des entreprises. Ça passe notamment par plusieurs mesures d'ordre fiscal. La plus connue, c'est la baisse des impôts de production, 10 milliards d'euros par an, soit 20 milliards d'euros sur l'ensemble de la durée du plan de relance. Vous avez aussi la garantie publique des prêts participatifs, 6 milliards d'euros. Des investissements d'avenir dans les secteurs d'avenir, le calcul quantique, l'hydrogène, l'intelligence artificielle, ça c'est 11 milliards d'euros sur 2 ans. Et enfin, des subventions publiques, plus de 3 milliards d'euros pour accélérer les relocalisations et la numérisation des usines. Ça c'est le volet compétitivité du plan de relance. Mais il y a aussi une jambe écologique à ce plan de relance et qui concerne directement les entreprises. Par exemple, 1,2 milliard pour décarboner les usines. Vous avez aussi les primes à la conversion et les bonus écologiques pour acheter des véhicules propres. À ce stade, il y en a eu plus de 300 000. Et enfin, 6,7 milliards d'euros dépensés sur 2 ans pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et enfin, il y a un dernier pilier à ce plan de relance, c'est le soutien à la demande et à l'emploi. C'est par exemple le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée. Ce sont aussi toutes les aides à l'apprentissage et à l'embauche des jeunes. Il y a aussi des milliards mis dans la formation des salariés. Et enfin, c'est aussi dans le plan de relance que se trouvent les 6 milliards d'euros du Ségur de la santé. Tout ça mis bout à bout fait donc sur 2 ans 100 milliards d'euros de dépenses publiques, sachant que pour finir, d'après les calculs de Bercy, eh bien, le plan de relance doit provoquer à lui seul cette année 1 à 1,5 point de croissance et la création de 160 000 emplois. Et l'année prochaine, 1 point de croissance, toujours le plan de relance tout seul et la création de 240 000 nouveaux emplois. Merci beaucoup Thomas Asportas. Et puis aussi le plan de relance évidemment européen, 750 milliards d'euros. Alors, faut-il un nouveau plan de relance? Oui, en l'occurrence, hein, Jean-Luc Mélenchon, parce que moi j'ai lu absolument tous vos écrits, ceux de la France Insoumise. Vous dites, et du reste, je m'en souviens, je vous avais déjà interrogé, c'était en 2017. Déjà, là, vous proposiez un plan de relance de 100 milliards d'euros. Et là, vous le reproposez. Non, vous allez voir comment les choses se présentent. Bon, d'abord, est-ce que ça, c'est bon? Enfin, les chiffres, 100 milliards d'euros. Je ne ferai pas, ça serait trop long. Ça revient à faire la critique de la politique du gouvernement. Nous avons voté contre ça en argumentant et en montrant notamment que la part réelle d'argent injecté dans l'économie était insuffisante. Donc comment on s'y prend pour calculer? Sinon c'est des mots. La dernière fois, 100 milliards, c'était le retard pris par l'État dans les investissements qu'il faisait. On avait calculé une moyenne et il manquait 100 milliards. Donc j'avais dit, on part de cet argent qui n'a pas été investi, on va l'investir et de cette manière, on va donner un choc de relance. À l'époque, nous étions sans doute beaucoup moins exigeants sur le plan écologique que je le serai aujourd'hui sur où ces financements doivent aller. Bien, maintenant, la première question à se poser, c'est quel est le repère? Sur relancer quoi? Pourquoi faire? Bon, d'abord, relancer quoi? J'ai 2 instruments pour me repérer. Le premier, c'est la richesse qui n'a pas été produite en 2020. C'est 8 points de PIB. D'accord? 8 points. Donc on connaît la somme. Ce qu'a mis Macron représente
3 points. Donc il manque 8 points qui n'ont pas été produits, il remet 3 points, dont une partie n'est pas vraiment de l'argent injecté. Quand vous faites par exemple un allègement d'impôts sur des très grandes entreprises, la plus grande chance que vous avez, c'est pas que ça retourne en salaire ou en investissement, parce que ça ne se produit pas. Au contraire, ça se produit en augmentation des dividendes. Cette année, le scandale est à son comble, 51 milliards distribués dans le CAC 40, 140% de leurs bénéfices réels. Donc ils ont bouffé le capital lui-même pour pouvoir rémunérer les actionnaires. Bref, ça représente 1 million d'emplois, madame. C'est pourquoi j'y insiste. Ça représente 1 million d'emplois. Si on avait dit au CAC 40, comme on a dit au boulanger du coin ou au charcutier du coin, cette année c'est une année blanche, ça faisait 1 million de gens qu'on pouvait payer. Oui. Je finis. Premier repère, 100 milliards. C'est ça qui manque pour combler de 3 à 8. Okay. Deuxième repère, combien on doit mettre dans l'économie pour atteindre les objectifs auxquels la France s'est assignée en matière écologique. Bon, il y a un institut qui calcule ça. Il dit tous les ans, ça fait tant. Eh bien là, ça fait 34 milliards par an qui manquent, multiplié par 5, 170 milliards. Nous avons donc deux chiffres, l'un pour rattraper, donc ce n'est pas des choses que j'invente, ou qui seraient mes caprices. L'un qui concerne la part de la richesse qui n'a pas été produite, donc qui ne circule pas, ni en argent, ni en biens matériels, et l'autre, c'est ce qu'il faudrait faire pour tenir les engagements de la patrie. Jean-Luc Mélenchon, oui. La parole maintenant. Déjà, c'est deux chiffres. Vous en êtes d'accord ou Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que votre diagnostic sur le fait qu'il faille recréer de la richesse, qu'il y ait de la richesse qui n'a pas été créée à cause du confinement, est tout à fait vrai. Mais je pense que l'outil de la relance est inapproprié. Parce que l'origine de la richesse, c'est pas la dépense publique. L'origine de la richesse, ce sont des gens qui travaillent. Et donc, je pense qu'il faut mettre les gens au travail. Et donc, c'est assez curieux parce que ce raisonnement, on l'avait déjà fait il y a 40 ans, en 81, où on avait associé de la relance en dépenses publiques avec une réduction de la durée du temps de travail. Et là, vous proposez un peu la même chose, d'ailleurs, dans votre programme. Vous associez une augmentation de la dépense publique et en regard, les 32 heures, la 6e semaine de congé payé, le retour à la retraite à 60 ans. Le résultat a été évident en 81-82, c'est-à-dire un creusement de notre déficit extérieur. Et nous sommes dans une situation... Là, ça va, hein. Le déficit, il est pas mal. Ah, mais oui. Entre-temps, il y a l'euro. Et donc le déficit... Qu'est-ce qui paye ce déficit? La masse de l'euro. Oui, ce qui paye le déficit, c'est la masse de l'euro. Donc il n'y a pas à s'en soucier. Oui, sauf que nos partenaires commencent à s'agacer. Et un des problèmes que vous aurez si vous... Mais moi aussi, je peux m'agacer sur la manière avec laquelle ils traitent les impôts des sociétés qui vont chez eux se mettre à l'abri. Ah ben, donc agacement pour agacement, on rediscuterait du tout. Oui, et mais des enjeux, c'est comment vous allez renégocier en face des pays dits frugaux quand vous allez arriver en leur disant que vous avez un déficit de votre balance des paiements courants, vous avez un déficit de votre finance publique, et en plus vous réduisez la durée du temps de travail. Oui. Et donc je pense que ce plan de relance, et en abaissant l'âge de départ à la retraite, donc le plan de relance est inapproprié pour 3 raisons. C'est une provocation à l'égard de nos partenaires. Ça ne répond pas aux besoins qui est de créer du travail et non pas de réduire la durée du temps de travail. Et ça ne réduira pas le chômage parce qu'on l'avait vu en 81, les emplois ne sont pas substituables les uns aux autres. Alors, merci. Voilà qui est précis. Oui. D'abord, commençons par dire qu'on n'est plus en 81 puisqu'il y a une monnaie unique et que par conséquent, les déficits commerciaux, comme l'avait dit le président Mitterrand, nous permettent de clouer sur la table la main de tous ceux qui essayent de mettre la main dans la caisse de la France pour lui dévaluer sa monnaie. Donc, on met ça de côté. Mais je vais quand même y revenir. Parce que quand on augmente le pouvoir d'achat des gens, quand on les met en situation de pouvoir dépenser, parce que ça je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, je n'ai évoqué que des sommes. Lorsqu'on les met dans ces situations, ça représente de la consommation populaire, de la demande, et ça c'est 53% de la croissance qui se joue sur ce plan. Qui plus est des importations aussi. Oui, attendez, mais j'y viens. Mais j'ai parfaitement entendu votre argument et je le prends au sérieux. Mais 80% de ce que consomment les gens est produit et fait en France. C'est 17% qui ne l'est pas. Donc c'est pas la fin du monde. Les 17%, on pourrait regarder. D'autre part, quand on distribue cet argent, on le distribue sous forme de salaire. L'intervention de l'État, c'est pas d'aller donner un chèque à chacun comme ça. Quoi qu'on va le faire dans certains domaines, notamment pour les petites retraites, etc., etc. On met des gens au travail parce que c'est l'État et les collectivités locales qui sont les premiers investisseurs de ce pays. Dans ce pays, les profits ont augmenté de 400% et
l'investissement a réduit de 5% par an. C'est quand même énorme. Je vous demande de considérer ce point. Moi, je suis pas en train de vous parler d'abolir. Attendez, je suis pas en train de parler d'abolir le capitalisme à cet instant, tout anticapitaliste que je suis. Mais je vous en supplie, cessez de nous proposer des recettes qui ont magistralement échoué. Ce pays est la tête par... Une remarque, vous proposez effectivement d'accroître l'investissement public, mais ces investissements publics, vous ne savez pas s'ils vont être rentables, si au contraire, ils ne vont pas se traduire justement par une distribution inefficace de crédit. Alors que si vous le confiez... Mais pourquoi vous parlez de l'idée que l'État ne saurait pas faire? Puis je vais vous dire encore une chose, pardon. Mais au moins, le secteur privé, lui, il a une sanction ultime. S'il se trompe, il fait faillite. Et qu'est-ce que ça nous fait qu'il fasse faillite? C'est pas ça qui nous importe. Non, Ce qui nous importe, c'est que les choses soient faites. Oui, mais si l'État se trompe, ça accumule de la dette. Alors on revient au débat précédent. Et il ne fait pas faillite. Non, mais il pénalise son action. Pardon, je pense, là voilà un raisonnement d'économie. Ce que vous dites est, sur le plan formel, absolument incontestable. Qui va dire que non, en effet, une entreprise ne peut pas se planter? C'est pas ça le sujet. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut donner de la visibilité aux entreprises parce que plus personne ne sait où il va. Comment vous investissez si vous ne savez pas où vous allez? Primo. Segundo, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que c'est aussi autour de ça que se constituent des grappes d'entreprises capables d'intervenir dans tel ou tel domaine. Et puis troisièmement, il faut le financer sur des sujets qui soient socialement utiles. Qui est capable de le savoir mieux que tout le monde? Je ne vous dis pas que c'est l'État. Des fois, c'est l'État. Mais c'est les communes qui le savent mieux que personne. Je vous prends un exemple. L'eau. Si nous mettons de l'argent pour les canalisations d'eau, ne me dites pas que ce n'est pas un investissement rentable, puisque nous allons arrêter de perdre 1 litre sur 5, c'est donc un investissement très rentable. Pareil pour les chemins de fer, pareil pour la santé. Messieurs, Comment anecdotique vous plaisantez? Mais pas du tout. Mais vous savez pour combien d'années il y en a si on continue comme on fait là? 250 ans. Ah ben bravo. Allez, on marque une pause, on se retrouve juste après, il y a encore beaucoup de questions et peu de temps, à tout de suite. Retour dans cette émission spéciale, il n'arrête pas de parler, Jean-Luc Mélenchon avec Jean-Marc Daniel. En tous les cas, merci d'être là. On fait la découverte, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en fait, en économie, vous y connaissez bien, en tous les cas. Depuis le temps, sinon il fallait que je change. Oui. Mais enfin, mon truc, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne connaissent pas l'économie comme vous, cela dit. Donc, vous n'êtes pas du tout d'accord, c'était un peu prévu. Un point, parce qu'il reste la fiscalité. Là, vous allez être... Non, on va même y aller tout de suite. Désolé, Jean-Marc, il y avait la question du temps de travail. Et la question du temps de travail, mais ça, vous reviendrez nous en parler. Je voudrais quand même qu'on parle de vos mesures sur la fiscalité, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Non, mais parce que là, vous voulez créer 9 tranches supplémentaires, 14 tranches, taxer à 90% la dernière tranche. Vous voulez taxer ce que vous appelez les corona-profiteurs, c'est-à-dire, genre, je sais pas, Doctolib, Vitmado, tous ceux qui ont profité, vous voulez les taxer. Jean-Marc Daniel, je vous donne la parole quand même un instant. Vous êtes d'accord que créer 90% d'impôts Non, mais sur la dernière tranche. Moi justice, sur la dernière tranche, Ah bah oui, d'accord, mais ceux qui nous écoutent, ils pourraient dire, mais ce type est fou, il va nous prendre 90% de ce qu'on a. Effectivement, le programme a plusieurs dispositions fiscales, notamment une augmentation de l'impôt sur le revenu, et donc avec 14 tranches. Ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est est-ce que les 44% de ménages qui ne paient pas d'impôt sur le revenu seraient appelés dans vos réformes à payer de l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous demandez aux gens qui sont en ce moment exonérés de participer à l'effort fiscal national? La deuxième caractéristique dans votre programme, c'est quand même que vous alourdissez globalement les impôts. On est déjà à 44% de prélèvements obligatoires. On est le pays avec le Danemark qui impose le plus. Et je rappelle là aussi, je ne veux pas multiplier les exemples, mais Mitterrand 83, trop d'impôts tue l'impôt. Fabius en 2000, à une époque où vous étiez ministre. Mais vous vivez dans le passé, écoutez. Mais oui, c'est bon, mais Fabius, il casse les impôts. Non, mais le matraquage. Mais je veux vous dire qu'on a essayé de répondre à ça. Et le matraquage fiscal des années Hollande. Donc tout ça a laissé un passé qui est un passif. Et donc je pense que la population n'est plus disposée à accepter. M. Sarkozy et son grand emprunt qui nous a ruiné, M. Balladur, M. Giscard d'Estaing qui nous a coûté la peau des os en faisant un emprunt qui a été remboursé à 3 fois ça ou 10 fois sa valeur. Parce que vous les avez critiqués, donc vous les avez... Vous considérez que c'est fait. Je mets en avant ce que vous avez approuvé. D'accord. Pour vérifier si vous avez changé. Alors, commençons par quoi vous voulez. Il n'y a pas de ras-le-bol fiscal. Le ras-le-bol fiscal. Mais justement, si, il y en a un. Mais il y en a un, et c'est à ça que j'essaye de répondre. C'est pas normal que la classe moyenne porte sur son dos toute la société. Donc,
il n'est pas normal que certains ne payent rien. La moitié des Français ne Attendez, payent laissez-moi rien. finir. Oui, oui. Pourquoi ne payent-ils rien? Parce qu'ils n'ont rien. Donc, si on augmente les revenus de toute une partie de la population, elle paiera l'impôt et elle ne demande pas mieux que de le payer. À l'autre bout, il y a ceux qui ne payent pas proportionnellement à ce qu'ils ont. Donc, mon système répond au ras-le-bol, comme vous dites, fiscal. J'aime pas trop l'expression, mais je l'adopte pour vous faire plaisir. Parce que en dessous de 4 000 € par tête de pipe, mon système aboutit à un allègement de l'impôt. Et puis, s'il vous plaît, arrêtez de faire les ébahis de circonstances. Parce que l'impôt, il y avait 13 tranches jusqu'à 1985. Et la dernière tranche, elle était à 60%. Quand on est arrivé en 81, puisque vous rappelez 81, on a créé une 14e tranche, parce qu'on était bien bon. Et la 14e tranche, on parle bien des tranches, hein, les gens qui m'écoutaient. Donc sur la dernière catégorie, on prenait 65%. Si vous voulez un compromis avec moi, je ne sais pas, mettons que le MEDEF vienne me voir, me dit, Monsieur Mélenchon, vous avez gagné, Vous avez été les voir, mollo, oui. avec ce que vous faites. Eh bien, je vais vous dire, écoutez, si vous voulez 65%, je vous la fais à 65%, mais vous venez pas me chercher après à dire que je vous ai fait les poches, parce que c'est pas vrai. Vous contribuez. Premier élément. Deuxième élément, si vous voulez moins prendre, il faut que certains donnent plus. Je suis donc pour un impôt universel. On peut baisser les dépenses publiques. Vous aussi. êtes... Non, mais je le ferai pas. Oui, oui. Mais je vous réponds, Oui. je ne le ferai pas, je ne baisserai pas les dépenses de l'hôpital, C'est je ce que baisserai pas les disait dépenses Emmanuel Le Chypre. je ne baisserai pas les dépenses de l'éducation nationale, je ne baisserai pas les dépenses de la Oui, mais il faut peut-être les revoir, l'armée. ces dépenses publiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question d'efficacité, vous êtes d'accord? Oui, ben justement, si on veut que certaines choses marchent mieux, il faut que le matériel soit renouvelé. Les policiers, dont les syndicats n'arrêtent pas de pleurer sur les faits divers, ferait mieux de se soucier de savoir quelles sont leurs conditions matérielles d'exercice. S'ils ont des bagnoles qui ne roulent pas, des commissariats pourris, et qu'on ne fait pas de la formation pour les policiers, il ne faut pas s'étonner à la sortie qu'on ait un problème. Mais ce n'est pas le point sur lequel je voudrais insister à cet instant. Une minute. Il faut d'abord prendre plus. Donc, à qui je prends plus? Impôt universel. Où que vous alliez dans l'univers, je vous rattrape. Comme font les Américains, ils rattrapent pour payer l'impôt. Et maintenant, je propose l'impôt universel des entreprises et j'ai un allié. Le premier choix, M. Biden. Alors il a dit qu'il mettrait ça à 15%, le président Macron parle de 12%, les amis, nous avons gagné, nous, parce que nous avons fait, pour finir, triompher l'idée d'un impôt mondial. Au G7 Finance, on va sans doute tomber, on va avoir un accord. Hein, mais si vous voulez, on reste plus longtemps. Juste une remarque sur les impôts. Non, il nous reste une minute, même le pauvre Emmanuel Le Chypre qui est là. Juste une remarque pour qu'Emmanuel Le Chypre puisse répondre également, rebondir. Parmi les impôts que vous proposez d'augmenter, il y a les droits de douane aussi. Vous voulez faire du protectionnisme. Ouais. Vous ne pensez pas que vous allez punir les classes populaires en faisant ça, au lieu de résoudre les problèmes d'écologie, que cette mesure est... Non, je ne crois pas. Vous répondez, est-ce que vous ne croyez pas? Je vous réponds, non, je ne crois pas. Je pense que certaines choses coûteront plus cher, mais écoutez-moi bien. C'est le pouvoir d'achat des classes populaires qui est en jeu. Moins cher, nous coûte trop cher. Parce que ça coûte de l'emploi, de la destruction. Si je ne rétablis pas des droits de douane, notamment sur les produits qui sont hypercarbonés, eh bien, c'est d'abord les travailleurs que je desservirai. Ceux que nous ne pourrons plus rentrer parce que c'est trop cher, on essaiera de le faire en France à moins cher. 0 secondes. Emmanuel, peut-être un mot de conclusion, parce que vous êtes avec nous. Désolé, mais voilà, le débat. Vous avez convaincu, hein? Oui. Un mot de conclusion, Emmanuel? Je l'ai convaincu, il ne sait plus quoi dire. Ah ben voilà, bon. Il a disparu. Il est là, mais il n'entend plus. On le voit, mais il n'entend plus. Merci. Non. Il est là. Désolé, il faut qu'on rende l'antenne. Jean-Luc Mélenchon, un mot de conclusion alors, puisqu'on n'a pas réussi à entendre Emmanuel Le Chypre. Conclusion personnelle, je suis confiant et optimiste. Le pays est très riche. Il possède des quantités d'argent considérables qui, bien investis, pourraient profiter à tous. Il faut que certains arrêtent de tout prendre pour qu'on puisse partager avec les autres. Et si on le fait, on fera tourner toutes les boîtes à plein régime. Vous ne croyez pas que le pays a besoin de travail plus que de Bien sûr, c'est ce que je dis, moi. Ah ben attendez, là vous tombez. Moi je dis, il y a des millions d'heures de travail qui ne sont pas faites. Merci beaucoup. Et dont on a besoin. Donc il faut les financer. Finançons le travail. Je ne propose rien d'autre. Jean-Luc Mélenchon, votre programme économique, il en sera, on le connaît déjà en fait. Hein. Non, en septembre, on va faire un... Eh ben vous reviendrez nous voir. Oui, parce que là, vous avez été sympa, il fallait qu'on discute. Mais il y a encore des thèses qui sont je trouve un peu contradictoires et que je veux revoir avant qu'on le mette dans le public. Merci beaucoup, en tous les cas, vous êtes prêté à cet exercice. Merci beaucoup. J'ai adoré. Merci Jean-Marc à vous, Daniel, vous avez été bien patient. de vous être prêté à cet exercice. Merci Emmanuel Le Chypre, ainsi même, on vous a pas entendu dans cette deuxième partie. Voilà,